That's it. That's it. Do you know who you reminded me of out there? Sonny Liston! Remember in 65 they said, hey Sonny, don't take any chances. Ali almost killed you the first time. Take the payday. First punch, you go down. Splash! That's you! Detective, either. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 10, épisode 12. Lorsque vous allez au cinéma dans une salle, vous partagez une expérience avec que d'autres gens. Non, pas moi. Je vais toujours au cinéma à la séance de midi parce qu'il n'y a pas un chat à cette heure-là. Je n'aime pas voir un film avec des gens ou dans une salle bondée. La réaction des autres peut changer ma perception d'un film. Pour moi, l'expérience cinématographique se fait seule, dans une salle. Mais je ne suis pas du genre à avoir une salle de cinéma chez moi. Je n'ai jamais compris ça. Inviter des gens chez vous pour voir un film, jamais. Et oui, c'était une citation de Brian De Palma qui a bien raison une fois de plus, extrait d'un livre coffret qui vient d'être édité chez Carlotta, donc un livre d'entretien avec Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud dont nous allons très largement parler dans cette émission avant de revenir sur la carrière de ce cinéaste monstrueux très important et que nous aimons beaucoup ici. Et pour parler de ce joyeux programme de perversité, il y a Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir Thomas. Il y a Thibaut, salut Thibaut. Salut à tous. Il y a Carla, bonsoir Carla. Bonsoir tout le monde. Et bien évidemment, à la mise en son de cette émission, il y a l'homme qui est redevenu l'homme le plus beau de la place rennaise, car incroyable, après des mois de lobbying, il s'est coupé les cheveux. J'avais même pas remarqué. Bonsoir. Bonsoir Gal, et pour reprendre ce que je te disais avant l'émission, tu es aussi beau qu'un film de Michael Cimino. C'est trop d'honneur. Et voilà, donc avant de parler donc du livre consacré à Brian De Palma, vous allez tous vous associer à moi pour faire un gros bisou et nos plus sincères salutations à Hermina Valentino, auditrice fidèle depuis le début de cette saison. C'est la maman de Carla. Qui nous écoute. Voilà. Bonsoir maman de Carla. Bonsoir. Coucou maman. Voilà. Donc nous allons rester dans T'étais pas obligé de faire ça. Hein. Donc nous allons, chose promise, chose due, donc nous allons rester dans un rayon italien, italo-américain, en l'occurrence avec Brian De Palma, donc cinéaste majeur du nouvel Hollywood, qui, comme tous ses petits camarades de l'époque, Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese et John Milius, par exemple, a donc commencé sa carrière au fin des années 60, début 70. On va revenir sur la carrière de ce joyeux garçon à l'occasion donc de la réédition d'un livre d'entretien en fait qui date de 2001, des entretiens au long cours donnés sur plus d'une vingtaine d'années à Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud, qui sont des critiques, des essayistes sur le cinéma de manière générale. Et donc il y a un ouvrage mouse costaud, comme on dit, est vraiment extrêmement important. En tout cas, à l'époque, c'était un classique. Voilà, c'était un des classiques qui n'a pas été réédité depuis sa sortie en 2001 et qui là sort dans une version augmentée. Donc, c'est-à-dire que le bouquin s'arrête en 2001, donc à ce moment-là de la carrière de De Palma, et ce nouvel ouvrage, donc avec une nouvelle série d'interviews qui couvre le reste de sa filmographie depuis 2001, donc c'est-à-dire Femme fatale, Le Dahlia noir, Redacted et Passion. Surtout que sur la question du livre d'entretien, en fait, quand on en fait un avec Brian De Palma, il y a quand même quelque chose derrière, évidemment. Il y a une ombre énorme, puisqu'il y a le Hitchcock-Truffaut. Donc il faut passer, et c'est Brian De Palma. Donc grosse référence à Hitchcock. Il y revient d'ailleurs souvent dans le livre pour démonter toutes les idées reçues sur son cinéma. Et c'est surtout que si vous avez déjà vu ou lu des entretiens avec Brian De Palma, c'est pas le cinéaste le plus facile en entretien, c'est-à-dire qu'il est extrêmement casse-couille, on peut le dire. Je trouve que le bouquin revient assez bien sur cette entrée en la matière, comment est-ce qu'ils vont à la rencontre de De Palma, il y a une sorte d'interview, l'intervieweur interviewé, toute cette relation qui se met en place entre les journalistes et le cinéaste. C'est-à-dire qu'il a en fait, ça donne une évolution et je trouve au fil du temps qu'on voit, ouais. C'est vrai qu'on voit qu'il a quand même besoin de
énormément de temps pour avoir la confiance des gens qui l'interviewent. C'est un discours qui se construit à 3 du coup quoi. Mais ce qui est absolument marrant, c'est que du coup, donc Blumenfeld et Vachaud restent des critiques français et De Palma, au cours de beaucoup de questions et au cours de l'interview, s'amuse quand même à les renvoyer dans les cordes dès que les mecs se mettent à faire un peu trop d'analyse ou un peu trop d'essayer de théoriser son cinéma. Et lui, c'est un truc qu'il déteste faire. Et c'est vrai que je me rappelle de beaucoup d'entretiens que j'avais pu lire dans les cahiers ou bien dans Mad Movies où De Palma bottait directement en touche dès que les mecs lui parlaient de analyse de séquences, de plans, de théorie, de ontologie de son image cinématographique. Tout ça, c'est un truc qu'il déteste. Et il demandait aux critiques d'expliquer pourquoi est-ce qu'il dit ça, ce qui du coup enrichit la conversation parce qu'ils sont obligés d'argumenter sur cette vision qu'on pourrait paraître un petit peu explicité, voilà, qui pourrait paraître un peu branlatoire ou superfétatoire. Qui va que dans un sens, celui des journalistes, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, il remet toujours en question les idées reçues qu'on peut avoir sur son cinéma. Donc, je disais notamment le rapport à Hitchcock, parce qu'on sait que c'est un de ses grands cinéastes de prédilection, que Vertigo, pour lui, c'était un traumatisme assez absolu et total. Qu'il ne cessera de retravailler en permanence, de faire des variations. Mais tout en disant lui-même qu'il faut arrêter de le gonfler avec ça, parce qu'il a fait quand même d'autres choses que juste pomper du Hitchcock, quoi, par exemple. C'est ça. Il fait des choses extrêmement variées. Il y a un truc aussi au début du livre d'entretien, c'est qu'ils expliquent que De Palma est réticent par le fait que il a des différends avec les critiques et les journalistes de par la réception de ses films. Ouais, qui l'ont souvent bâché. Voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça. Et donc pour revenir sur ce coffret, donc il y a un gros coffret qui sort pour les fêtes, c'est bientôt Noël. On va revenir après sur le livre, mais donc il est accompagné de 6 longs métrages majeurs de Brian De Palma qui malheureusement et étrangement d'ailleurs ne sortent qu'en DVD et pas en Blu-ray, alors que c'est des films qui existent déjà en DVD dans le catalogue de Carlotta depuis quelques années. Donc il y a Phantom of the Paradise, son film de 74, il y a Fury qu'on avait traité ici lors de la sortie du film par Carlotta il y a 4 ans je crois. Il y a ça fait un bail. Il y a Pulsion, il y a Blowout qui était ressorti en salle l'année dernière, il y a Body Double dont on avait parlé ici l'année dernière lors de la ressortie, accompagné d'un excellent livre de tournage encore chez Carlotta, et donc Scarface, un film très important et qui a signé un grand tournant dans sa carrière en 1980, sur laquelle nous allons bien évidemment revenir. Donc c'est quand même plutôt sur les années 80. Voilà, années 70-80. C'est vraiment un peu la deuxième période de sa carrière après toutes ces comédies politiques entre guillemets et engagées des années 70. Ce qui est au cœur du livre, Première manière. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que donc, c'est le truc bateau, mais le fait d'avoir un entretien chronologique qui reprend film par film toute la figure, ça marche extrêmement bien parce qu'on revient sur tous ses débuts, sur son amour pour le cinéma. Et ce qui est assez étonnant et assez marrant, c'est que Spielberg et Lucas, en fait, leur film déclencheur qui a été le déclencheur de leur passion du cinéma, c'est le même film qu'ils ont vu au même format, c'est Laurence d'Arabie de David Lean. Quand les deux quand les deux l'ont vu en gros, eux pas au même moment parce que l'un était côte ouest et l'autre côte est, au cinéma en 70 mm quand ils avaient 14-15 ans, là ils se sont dit c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qui ressemble à du cinéma où tu peux tout raconter par l'image, t'as pas besoin de faire une multitude de dialogues ou des surcomplications, et c'est quelque chose sur lequel De Palma revient beaucoup dans le livre d'entretien, c'est vraiment sur la forme de ses films, sur la mise en scène. Il lui dit clairement que les dialogues sur l'image. C'est pas le truc qui l'intéresse, c'est juste narration par l'image, faire le plus sec possible. Je fais une petite parenthèse, mais c'est que quand j'étais pas pour l'émission mais à La Roche-sur-Yon en octobre dernier, là, il y a un mois, nous avions animé avec Nicolas Tenin de la revue Réplique une rencontre avec Saïd Ben Saïd, le producteur notamment de Passion, Brian De Palma. Qui est le dernier film en date de Palma. Et Saïd Ben Saïd nous disait que ce qui l'avait le plus impressionné en étant sur le tournage de Passion, en fait, c'est que c'est sans doute le cinéaste le plus impressionnant de tournage qu'il ait vu. Et que finalement, ses idées, en fait, c'est aussi là qu'il les exprime. C'est que même s'il prépare d'une certaine manière et que Saïd Ben Saïd collaborait avec lui au niveau du scénario, c'est vraiment un cinéaste qu'il a rarement vu ça, en fait. Vraiment deux tournages, quoi. C'est quelqu'un qui, vraiment, sur le plateau, expérimente directement. Alors qu'on pourrait peut-être penser, en voyant les films de Brian De Palma, que c'est au niveau du montage que quelque chose se forme, que c'est là que ça va aboutir. En fait, au tournage, déjà, tout se joue, quoi. Et avec lui, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les cinéastes, quoi. En tout cas, vraiment un cinéaste de tournage. Thibaut. Après, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que donc le bouquin est chapitré, en fait, et c'est que dans toute cette première partie, on revient en fait sur l'aspect vraiment personnel de Brian De Palma, sa relation avec son frère, dans sa famille, en fait, avec son père, avec sa mère, avec son frère. Et mais ce qui n'est pas dans le domaine de l'anecdotique pour autant. Non, parce que ça éclaire vraiment par exemple, si on veut comprendre un film comme Pulsion, c'est extrêmement important de savoir ce qu'il faisait par rapport à sa mère, avec la surveillance de son père et compagnie. Donc ça
c'est pas pour faire des espèces de pipolisation de Brian De Palma. Non, c'est que la personnalité de Brian De Palma et son passé devient finalement un outil analytique après notamment un de ses grands films qui est Pulsion. Bah notamment, moi je trouvais très intéressant la partie où il parle de ses frères et de la rivalité, un qui était plus dans le scientifique, l'autre qui était un peu le génie de la famille. Voilà, l'artistique, et à voir comment lui il se positionnait par rapport à ça. Et donc j'ai appris que Brian De Palma voulait devenir astrophysicien, et donc après quand on regarde ses films, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez récurrent, c'est toute la technicité du matériel cinéma qui revient dans ces films, et du coup on peut penser à cette influence qu'a eu la science. D'où aussi pareil, un outil analytique du coup pour un film un petit peu mal aimé de Brian De Palma, pour Mission to Mars. Il a bossé avec la NASA. Voilà, mais ça y est, extrêmement. Mais en fait, c'est comme. Tu l'as dit ou pas, Thibaut, le personnage aussi dans Pulsion, là, ce personnage adolescent. Oui, c'est limite une autobiographie en fait de Brian De Palma. Et sur ce côté techniciste, ou de son frère. Pour reprendre un peu, c'est un peu le même principe que Paul Verhoeven, qui est un mec qui a une thèse de maths et puis en sciences physiques, je crois. Donc c'est des mecs qui sont extrêmement intéressés à des choses concrètes quand ils font des films de SF. Quand Verhoeven avait fait Total Recall en 92, pareil, il avait bossé avec la NASA pour voir quels seraient les trucs les plus crédibles si les mecs allaient sur Mars, tout ça, et c'est exactement la même manière dont De Palma a bossé sur Mission to Mars, c'est-à-dire que quand tu fais un film de professionnel, tu vas avoir des professionnels, quoi. Et c'est aussi le genre de truc qu'ils mettent en scène dans ces films, que ce soit les ouvriers de Mission to Mars, que ce soit les flics dans le Dahlia Noir, malgré tous les défauts du film, ou bien l'équipe d'espions de Mission Impossible, le preneur de son Travolta dans Blowout, tout ça, c'est vraiment des choses. Il aime bien mettre en scène des techniciens parce que c'est ce qu'il est lui-même, ou en tout cas ce qu'il aurait voulu être s'il avait fait un métier, on dirait. Après, c'est rigolo parce qu'on peut mettre ça en exergue avec deux autres cinéastes qui sont aussi des techniciens de la caméra, c'est William Friedkin et Michael Mann, qui font exactement le même principe. Oui. Ouais, James Cameron, il est moins dans le professionnalisme pur. La différence, c'est que De Palma, en plus d'aimer la technique et les techniciens, aime les outils techniques aussi, et les films quand même extrêmement souvent quand même dans ces films, quoi. Je trouve. Ce qu'on n'a pas chez d'autres cinéastes techniciens qui vont pas forcément filmer l'outil directement en utilisation en temps réel, quoi. Ouais, notamment un parallèle avec un autre cinéaste de cette période-là, du Nouvel Hollywood, c'est aussi entre Blowout et surtout des années auparavant, Conversation secrète de Francis Ford Coppola, aussi sur la question du son, c'est-à-dire comment s'y mettre en abîme au sein d'un film le procédé justement d'enregistrement du son, quoi. Ce qui est du coup encore une fois travaille aussi la question du spectateur, envoyer à plein de choses, mais c'est quand même effectivement la technique, mais aussi la question du film dans le film qui est quand même très présente. Parce que ce qui est assez surprenant, c'est que Brian De Palma, c'est quand même un très grand cinéphile, mais qui devient cinéphile à partir du moment où moi je l'ai interprété comme ça, à partir du moment où il en fait, en fait. Parce qu'avant, c'est ce qu'il dit dans l'entretien, c'est qu'il regardait pas de films, en tout cas. Aller au cinéma, pour lui, c'était un loisir, une distraction, et c'était pas... Comment on pourrait appeler ça une passion, hobby, quoi. Oui, voilà, mais quelque chose de rigoureux qui après va revenir et va s'affirmer dans ses prochains films, enfin dans tous ses films presque. Et c'est vrai que de toute façon, je pense que vraiment le truc a changé. De toute façon, c'est à partir du moment où il a rencontré la bande de ce qui allait devenir le New Hollywood, et comme il dit, ils étaient vraiment comme une école. C'est leurs 5 potes, donc Scorsese qui est le cinéphile ultime, qui a vraiment un malade mental là-dessus. Il y a De Palma, il y avait Spielberg qui était déjà à 15 ans, qui était un génie ultra précoce. Il y avait Lucas qui était aussi hyper techniciste, et Coppola qui était un mec qui arrivait un peu à chapeauter tout ça. Donc c'est-à-dire que c'est le premier à avoir fait des films dans des systèmes de studio, donc c'était lui qui avait un peu plus de thunes et qui, avec American Zoetrope, essayait d'aider ses petits copains à trouver de la thune, tout ça, ou un peu à réussir à mettre en scène leurs films, même s'ils ont tous commencé par des trucs extrêmement différents. Parce que, comme je disais, De Palma, lui, commence sa carrière avec plutôt des comédies engagées sur la guerre du Vietnam. Parce que c'était un vrai, c'était un putain de gauchiste, quoi. Et en même temps, voilà, c'est-à-dire que la dimension politique, elle est là dès le début. C'est-à-dire que c'est aussi une génération qui fait une école de cinéma. Il y a la question de l'université, et puis de comment on se forme de manière cinéma. UCLA, il y a l'école de New York. Comment on se forme aussi, cette génération de cinéastes américains qui est vraiment cinéphile, mais pas forcément comme on appellerait aujourd'hui des cinéastes américains postmodernes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont quand même dans une logique moderniste, pour aller vite, quoi. Quand on voit des films de Palma comme Greetings ou comme High Mom, c'est hallucinant la charge sur la question des blacks, sur la question de l'assassinat de Kennedy, enfin comment tout ça retravaille et comment il le fait avec une forme où il serait proche d'un Godard en France.
Oui, Mais d'ailleurs, c'est pas, mais il le Godard, présente comme son influence. En une de tout ses cas. influences. Hein. Ah oui, oui. Mais formelle. Week-end souvent. de Godard Ouais. était une grande influence. Après, il disait voilà, eux ils allaient au cinéma avec Martin Scorsese. Il disait c'était une période de révolution culturelle en fait. Nous, c'est ça. il disait nous on n'en pouvait plus quoi. Ça me fait marrer, vraiment, t'as C'est comme le moment une 68, anecdote quoi. sur sa première rencontre avec Spielberg. Spielberg qui à l'époque devait tourner Cruising, donc qui plus tard était fait par William Friedkin. Et donc ils avaient le même producteur. Et là, De Palma rencontre Spielberg devant une boîte à cul à New York où il allait voir une chanteuse quelconque pour pour son projet de Cruising. Donc il est voir Spielberg qui est quand même le mec le plus comment dire, qui est pas un gros cochon comme De Palma, et c'est vrai que tu dis c'est quand même le dernier endroit où tu iras voir Spielberg, c'est une boîte à cul gay dans les bas-de-fonds de New York quoi. C'est vrai que c'est gros what if, hein, ça, le Cruising de Spielberg. Ah ouais, ça aurait été William quelque chose. Friedkin a fait du bon boulot. Et ce que j'aimais vraiment dans le bouquin, donc parce que c'est mon côté people, mais c'est quand il revient sur toutes les interactions qu'ils ont entre les membres du groupe au fil des années, parce que donc c'est interview au long cours, donc sur 20 ans. Comme je disais, mais leurs relations ont pas vraiment changé, c'est-à-dire qu'ils sont toujours copains et ils se montrent encore leurs films pour savoir ce que les uns pensent des films des autres, des trucs comme ça, même si ils vivent tous plus ou moins reclus dans leur coin, parce que une espèce de rat pack voilà, néo-hollywoodien qui est dans Hollywood, que Martin Scorsese passe son temps juste à voir des films, George Lucas reste dans son ranch à San Francisco, Coppola est dans son empire du pinard, et Spielberg il fait encore 2 films par an, donc du coup le mec il est toujours hyper booké, et il y a que De Palma qui mène son petit train de vie. Il le présente un petit peu comme ça. Il a toujours été un petit peu à part à la fois parce qu'il est hyper bougon et pas super social, en tout cas en dehors de son rat pack quoi. Donc et c'est pour ça que c'était peut-être un des mecs les plus difficiles à appréhender directement, parce que comme on disait, donc il commence par des comédies vraiment extrêmement politiques, et quand avec Carrie il se met à faire du film de genre, à faire du film d'horreur. Des comédies noires quand même. Ouais. Mais c'est vrai, noir, tu vois, mais oui. qui avait un ton vraiment militant. Et quand il passe avec Carrie, ça peut un peu désarçonner quand tout d'un coup, c'est comme si le mec passait à l'ennemi pour faire des films. Un film très curieux comme Sœur de sang. C'est un film que j'aime beaucoup. Et c'est pareil, c'est contrairement à certains autres du dit Nouvel Hollywood, en fait, c'est qu'ils arrivent à un moment où, en termes de production, quelque chose est en train de finir. Eux arrivent. Il y a aussi la question des acteurs. Comment Robert De Niro arrive dans ce cinéma-là, Harvey Keitel, etc. Toute cette génération-là, ils sont au cœur de ce qui va faire le cinéma américain ensuite, comme évidemment Jean-Baptiste Aurier a pu écrire. Du coup, ce que vous disiez sur le côté marginal, parce que je trouve que ça se retrouve vachement dans le visuel de ces films et dans sa facture. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de patine série B un peu toujours dans les films de De Palma, que tu vas pas avoir dans ceux de ses collègues qui vont avoir plus un truc de très grosse production. Même s'ils bossent parfois avec les mêmes chefs-op. Mais il y a vraiment un visuel De Palma, quoi, je trouve. Parce qu'au moment où De Palma fait High Mom, et donc où Sœur de sang en 73, Coppola fait Le Parrain. Et c'est un succès, c'est-à-dire que De Palma va mettre du temps avant d'avoir un succès. En plus, Le Parrain, c'est déjà un film de série A, quoi. C'est quand même un film qui est vachement tourné avec l'une des plus grosses stars de l'époque, Brando en l'occurrence. Et c'est vrai que les autres sont tous venus un peu plus tard, parce que à la même époque, t'as American Graffiti de Lucas, mais il met 5 ans avant de faire La Guerre des Étoiles. Spielberg, son premier long métrage, c'est en 74, pareil. Quand De Palma fait Phantom of the Paradise, Scorsese, c'est à peu près pareil. Boxcar Bertha, c'est 72-73. Et Roger Corman en plus. Mais sur un point de vue politique et sans doute intellectuel, il faudrait plutôt le rapprocher vraiment dans le même contexte comparativement sur le territoire américain. C'est quand même plutôt avec un David Cronenberg ou un George Romero, même si là je évolue, mais vraiment en même temps. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là justement dans des productions, et comme tu le dis, Gall, de série B, quoi. De toute façon, c'est la montée du Nouvel Hollywood, où c'est des cinéastes a priori contestataires qui font des petits films bis, qui tout d'un coup se retrouvent avec plus de thunes. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va pas accéder à ce qu'on appelle la série A tout de suite. Il mettra plus de temps que certains autres, notamment parce qu'il y a une recherche d'expérimentation formelle chez lui aussi. C'est-à-dire qu'il y a ça. Surtout que sa première série A, c'est quoi? C'est Fury? Encore. Ouais, Fury, c'est que ça reste quand même dans une Carrie pour moi. Pour moi, c'est Scarface, ce qui est quand même un de ses films les plus tunés. Donc du coup, c'est quand même hyper tardivement. Après, Carrie, il y a l'effet Stephen King, qui joue quand même. Parce qu'il me semble, pour moi, il me semble que c'est un peu son succès. J'ai un premier. Ouais, son premier gros succès populaire. Il me semble. Hein. Ouais, bah oui. Parce qu'après Fury, il est avec Douglas et Cassavetes. Ouais, petit film. C'est un petit film, mais par rapport à ce qui, en termes de prod, et puis derrière, quoi.
J'ai l'impression que dans l'excellent documentaire, en fait, qui est un excellent complément du bouquin de Noah Baumbach et Jack Paltrow, donc De Palma, qui est trop court. Ouais, ça dure 1h50, mais c'est vrai que c'est court. C'est un film qui est passionnant. En fait, c'est un film qui est un peu monté à la va-vite, alors qu'il y a beaucoup de choses passionnantes. Et là aussi, ce qui est bien dedans, c'est que vu qu'il est pote avec Baumbach, Paltrow et Wes Anderson, c'est-à-dire que c'est genre des potes pour aller au cinéma, quoi. Tu vois qu'il est hyper loquace et qu'il allait genre, il rigole, quoi. Ouais, il fait des blagues. Brian De Palma rigole et fait des blagues. Tu vois ça jamais, quoi. Normalement, le mec, il arrête pas de faire la gueule tout le temps. T'as l'impression qu'avec Fury, il était content, en fait, d'avoir des monstres en tant qu'acteur. Mais après, oui, voilà. Il est un peu compliqué à diriger, quand même. Est-ce que Fury est assez proche de Scanners? Oui. Mais est-ce que ça serait pas Phantom of the Paradise, du coup, peut-être son film, parce que du coup, il sort de l'histoire qu'il y a eu avec la Warner. Ouais, mais ça a été un énorme bide Phantom of the Paradise. au cul. C'est pas possible. Je pense que De Palma aussi n'est quelqu'un qui est très conscient du spectacle et qui a pas du tout envie de faire partie de la machine, quoi. De toute façon, qui reste quand même un espèce de quelqu'un d'assez corrosif, quoi, qui a besoin aussi de... C'est surtout que ça l'emmerde, quoi. La question, c'est est-ce qu'il fait ses films pour lui ou est-ce qu'il les fait pour un public? Moi, je pense pas qu'il les fasse. Je pense pas qu'il les fasse que pour lui, parce que quand même, quand tu lis le bouquin d'entretien, il y a quand même une vraie conscience du spectateur, mais c'est juste qu'il a pas envie de se foutre de leur gueule, quoi. En tout cas, il a envie de faire des films qu'il a envie de voir. Et donc, c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Ouais, ça. C'est pas toujours le cas. Là. Après, pour revenir au bouquin vite fait, il y a donc on revient sur tous les films de Palma et que même ces films, comment ils s'appellent? Alors là, j'avoue, je l'ai pas vu. Pourtant, je me suis retapé pas mal pour l'émission, mais Mafia Salade, film dont j'ignorais l'existence. Ouais, il revient même là-dessus, quoi. Et en fait, ce qui est bien dans le bouquin, au-delà du fait qu'il donne envie. Il y a justement, Thibaut, il y a pas un rapport au théâtre au début aussi. Si, parce qu'il évoluait pas mal avec des bandes de théâtreux, et c'est comme ça qu'il trouve ses acteurs, comme tous ces mecs-là. C'est aussi le début de Body Double, non? Il n'y a pas une histoire de théâtre aussi, justement? Les rencontres de... Non, c'est les castings. C'est les castings. Dans le way, il présente ça comme ça, il est d'abord passé par le théâtre pour ensuite arriver au cinéma. C'est ça. Mais après, c'est vrai que le bouquin donne envie de voir tous les films de Palma, revient sur toute sa filmo, même sur Mafia Salade. Brian De Palma donne ses avis sur ce film. Il est extrêmement honnête. C'est-à-dire qu'il est genre son film détesté de sa filmo, c'est Les Incorruptibles. Ah oui. Qui est le film. Mais c'est aussi, je comprends parce que c'est peut-être le film. Il aime quand même pas grand-chose de ses films. Le moins poreux en fait. C'est un film qui va quand même tout droit. C'est un peu le reproche que je fais d'Alien Noir aussi. C'est des films qui sont propres en fait. Voilà. Quand on regarde tous les films de Palma, c'est d'Alien Noir, c'est pire que ça. Enfin, même pour Vilmos Zsigmond à la photo, tu te dis putain, qu'est-ce qu'il a fait, quoi. C'est quand t'as une telle réunion de talents basée sur un bouquin pareil. Après, effectivement, t'as un gros casting de merde dedans, mais c'est pas le seul défaut du film, quoi. C'est monté à la truelle, il y a personne qui croit, tu vois. Ouais, t'as vraiment des idées visuelles qui sont mortelles. Mais après, il aime bien son film, hein. Et même James Ellroy, il réussit. James Ellroy, il dit ça durant la promo parce que quand même, après, il a bien défoncé le film et en voyant le dernier noir, effectivement, tu comprends pas comment est-ce que Ellroy peut aimer ça. Hein. Non, c'est impossible. C'est au moins la rencontre de quelque chose d'Alien Noir, et ce qui, à mon avis, est traduit dans le film par rapport à De Palma, c'est que c'est la rencontre de deux obsessionnels. Et au moins dans le Dahlia Noir, il y a ça, qui est travaillé par De Palma d'une certaine manière, mais quand même il y a ça. Mais c'est vrai que l'adaptation. C'est vrai que c'était parfait quand t'as quand même un obsessionnel pervers sexuel traumatisé par la mort de sa mère, par un tueur en série, et De Palma aussi, qui est quand même un genre de pervers formaliste. C'est a priori quand même une réunion parfaite, quoi. Et mais au coup, le film est malaisant, quoi. Il y a quelque chose de même sur les. Mais ça fonctionne jamais vraiment. Au moins, De Palma revient sur tous ses films. C'est ça qui est intéressant aussi, et qui donne envie. Et en plus, il a une vraie passion de transmettre, parce que ça, c'est intéressant. Juste avant qu'on coupe, c'est qu'en fait, De Palma était prof aussi, et c'est que finalement, ce bouquin-là, avec aussi la qualité des entretiens, il y a ce côté pédagogique de Brian De Palma, et du coup, ça fait en fait plaisir de lire ça d'une personne en fait qu'on croyait en fait pas trop loquace, un peu ours mal léché finalement. Quand il veut, il est bien léché. Et dans mon souvenir, c'est aussi le côté où il y a le plaisir pour, nous lecteurs, de lire aussi comment il fait, comment il fabrique, comment il bosse, parce que ça, on l'apprend. Et il y a toute la partie où il parle de comment est-ce qu'il travaille la musique avec les compositeurs. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est une relation compliquée avec les très compliquée, mais Morricone, notamment. Parce que tu vois qu'en même temps qu'il est pas satisfait, par exemple, par la musique de Mission Impossible, je crois. Il dit qu'il aime pas. Ouais, alors que le score original de Alan Silvestri qui a été rejeté, je trouve, baboule beaucoup plus que celui de Elfman pour le film final.
Comment tu dis, baboule? Baboule, Ah, ça ok. baboule. C'est comme babouliner. Exactement. D'ailleurs, on parle de musique et on revient tout de suite après avoir fait un petit détour par l'Italie. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Eduardo Vianello avec Guarda come Dandolo. On a vu des gens. Guarda come Dandolo. On a vu des ça a gens fait son danser. petit tout ça. déhanché, là. Exactement. Pas piquer des hannetons. Exactement. Baboulé en studio. Exactement. À propos de quelqu'un qui n'est pas piqué des hannetons, donc Brian De Palma, revenons car il s'agit de lui dans cette émission à l'occasion donc de la réédition d'un livre d'entretien, Brian De Palma, entretien avec Samuel Blumenfield et Laurent Vachaud, donc édité par Carlotta, qui profite de cette occasion, de cet énorme bouquin, de faire un travail d'édition qu'ils ne sont pas habitués à faire, on va dire. Et donc, ils ressortent 6 films au passage, donc 6 longs-métrages majeurs qui datent plutôt des années 70, donc de Brian De Palma. On s'était arrêté, je ne sais plus où, on parlait de musique. Oui. Et de Brian De Palma et de ses rapports compliqués avec ses compositeurs, notamment Claudio Simonetti, tout ça, donc l'ancien mec Goblin, ou alors avec Ennio Morricone, sur lequel Herman beaucoup évidemment qu'il a repris, comme Martin Scorsese d'ailleurs pour Williams. On pourrait peut-être Israël. repartir d'un film qui est très particulier chez Brian De Palma. Oui, Obsession. Je Obsession. crois que tu l'as revu, Thibaut. Ouais, Oui, Obsession bien avec comment il s'appelle déjà Stockard là Avec Cliff Robertson, Cliff Robertson, qui est quand même Geneviève pas, Bujold et John Lithgow. Geneviève Bujold. Oui. Pardon, j'aime Mais beaucoup Geneviève Bujold. Avec C'est un un film entrave. j'ai du mal. tourné. À la C'est fois, un il est film très passionnant, étrange. mais très étrange. C'est un film qui est étrange et c'est en fait. C'est mi-figue, mi-raisin. Ouais, en fait, c'est ouais. En fait, De Palma le dit lui-même. La fin est son tellement hallucinante que. Son bon. film est un peu foiré parce Oui, que Thibaut. Cliff Robertson en avait rien à foutre. Et Oui, ça se voit d'ailleurs. ah oui, Et ça en fait, se c'est voit ça. bien. Et en fait, du coup, il est dégoûté parce qu'en fait, en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu c'est une espèce de jalousie entre les deux stars du film. En fait, De Palma voyait que Geneviève Bujold s'accaparait le film et elle devenait la star. Et De Palma la filme en tant que telle, en tant que personnage principal et star. Et en fait, Cliff Robertson était jaloux. Du coup, il faisait n'importe quoi. Parce que Obsession, faut savoir, c'est une espèce de dream team. Hein. Enfin, il y a Paul Schrader au scénar, Brian De Palma à la mise en scène, Bernard Herrmann à la musique et Vilmos Zsigmond à la photo. Et en fait, Zsigmond pétait un plomb parce qu'il n'arrivait pas à lighter Cliff Robertson. Il mettait une espèce d'enduit, une espèce d'auto bronzant dégueulasse. De Palma était dégoûté parce qu'il voulait que ce soit un fantôme. Donc quelque chose de très pâle, Robertson s'en tapait. Bah ouais, Zsigmond, c'est il vrai disait qu'il a l'air un peu orange. j'arrive pas à t'éclairer, tu m'emmerdes. Enfin bon, bref, l'expérience est un peu C'est ce qu'on appelle une diva. voilà. Enfin, alors que Déjà que De Palma le voulait pas dans le film, il Ouais, était voilà. imposé par la prod. même sinon sans lui, le film aurait eu du mal à se monter aussi, donc c'est un peu compliqué. Il a dû faire un petit peu des compromis. C'est vrai qu'Obsession est bizarre parce que c'est un très beau film. C'est pour être très beau film, mais en fait, Robertson, il lui prend le film par-dessus la jambe, enfin par-dessus l'oreille, tout ce que vous voulez, quoi. Et c'est un peu dommage parce que Obsession, c'est quoi? C'est entre Phantom of the Paradise et Carrie. Je regarde un peu. Donc les c'est-à-dire que notes, c'est là. effectivement tu vois avec Carrie que Ouais. De Palma a bien les nerfs quoi. Mais c'est aussi un film où la question de l'histoire de l'art aussi est très présente. C'est-à-dire que c'est question de la restauration des œuvres, etc. Enfin, il y a vraiment, il y a une veine C'est un film passionnante de goût. d'obsession. Déjà, quand tu vas filmer Voilà. à Florence, c'est que forcément t'as du C'est goût. Je te rappelle que Ridley Scott a emmené Hannibal à Florence et ben c'est pas- ah oui, c'est vrai, merde. c'est tout sauf du bon goût hein. C'est vrai. J'avais complètement oublié l'existence de ce film. Le Je te goût est remercie. relatif, toi. Ouais, surtout chez Ridley Scott. Mais, Mais de toute façon- non, mais c'est cette fin qui est par rapport à l'âge, par rapport au personnage de Geneviève Bujold. Enfin, comment tout ça C'est un opère film- en termes de croyances, c'est un peu. Ouais, et puis en termes de morale, on est sur le fil du rasoir, Fil du rasoir, mais ouais. c'est un film qui reste. On est à un rail de travelling d'être immoral, c'est ça Thibaut? C'est exactement ça. Oh, Joli. Mais c'est vrai que c'est un film un peu Mais- bizarre, un peu bancal en fait, on va C'est dire. ça. Mais est-ce que c'est la faute de Palma? Un peu, mais pas tant que ça. Hein. Parce que, au fait, on n'en a pas parlé jusqu'ici, un élément, mais est-ce que Brian De Palma écrit ses films? Non. Redacted, Très il l'a peu. écrit. Ouais, c'est un des seuls qu'il ait écrit, rédacté, donc un de ses films tardifs, film de Du 2007. coup, il parle aussi de ça, je Obsession, crois, dans le Obsession, livre, l'a un peu de écrit. sa collaboration. Obsession, il a écrit avec Paul Schrader. Enfin, il a écrit le pitch avec Paul Il Schrader n'y a et pas après une Schrader. adaptation d'un roman, non? Carrie. La Carrie Carrie, de ouais. Stephen King. Mais Ça, je veux dire, il c'est travaille un- avec des scénaristes, du coup, ou... Mais il a Je suppose, à la fin, il a travaillé avec David Cup. Ouais, mais Pour Snake Eyes et puis pour Mission Impossible, mais après la prod voulait Robert Town. il écrit très peu ses films en fait. C'est comme Spielberg qui a écrit, je crois, 3 films dans sa carrière. D'accord. Je crois qu'il y avait, Ah oui, non 2, mais je crois qu'il y avait Rencontre du troisième type et AI. C'est les seuls en fait où il y a son Ouais, nom. puis encore, AI, c'est voilà. aussi... Ouais, mais c'est Kubrick le seul derrière, film quoi. qu'il a signé de son nom.
Ouais. Alors que pourtant, en général, il bossait que avec des scénaristes qui étaient plutôt des pointures, des mecs qui a travaillé. Là, en l'occurrence, comme tu disais pour De Palma, Paul Schrader, qui était un peu le scénariste star des années 70, en écrivant pour voilà, tout ça notamment, voilà, qui était un peu le pendant, comment dire, ambigu du nouvel Hollywood. C'est-à-dire qu'à la fois, il est très... à la intellectuel fois, aussi. Très intellectuel, oui, mais critique. Hein, mais en même temps, il est toujours emmerdé entre le fait d'être un marxiste ou alors un gros fasciste. C'est un peu. Ouais, puis quelqu'un qui travaille une forme de mysticisme aussi. C'est vraiment. Mi-PD, mi-nazi. Mais c'est parce qu'on parlait de 300 de Snyder hier. Attention. Mais c'est quand même quelqu'un qui, enfin Schrader en tout cas aussi, dont je dirais le rapport au religieux, à la transcendance est hyper important dans ses films, dans le style qu'il travaille, que son écriture. Au symbolisme aussi, ou trucs comme ça, le rapport à la violence, à la critique sociale, qui est un peu en fait le deuxième scénariste star des années 70 après notre ami John Milius par exemple. Parce que finalement chez De Palma, il y a quand même l'idée qu'à partir d'un matériel donc écrit de scénario, c'est à partir de là, pas l'impression que ça l'intéresse tant que ça, mais que c'est plutôt justement trouver des solutions visuelles, formelles pour le cinéma, pour adapter. Donc c'est-à-dire, de toute façon, il en parle dans le bouquin. La question des filatures. Il avait parfois des scénarios qui étaient un peu bancals ou bien le mouvement de caméra, un petit peu daubés, et en fait, juste par son visuel, il sait comment le faire. C'est vraiment parce que tu parles le split screen et l'énergie. Tu parles de mouvement de caméra. On connaît pas mal De Palma pour sa virtuosité, pour son côté très formaliste, tout ça, et notamment certains de ses plans séquences, alors que lui-même le dit, les plans séquences, en fait, il s'en fout, quoi. T'en fais juste quand c'est nécessaire, et tu fais pas juste ça pour faire le kéké, quoi. Non, c'est pour le suspense, c'est une question de suspense. Il reparle, par exemple, du plan séquence du début du Bûcher des Vanités, qui est un plan séquence qui se déroule dans les coulisses d'un théâtre, enfin, d'un énorme avec un Bruce Willis totalement hôtel de luxe, en fait. Contrôle. Et c'est pas du tout gratuit parce que ça te permet de voir toutes les strates, en fait, de la société d'un hôtel que le perso de Bruce Willis, qui est une superstar au début du film, va traverser. Et c'est pas des trucs gratuits, c'est jamais des trucs anodins. C'est-à-dire que ça t'expose tout l'univers d'un film, tout son environnement en 2 minutes chrono, et c'est absolument parfait. Je trouve qu'il y a, c'est pas la même conception de ça. On pourrait faire des comparaisons entre ce cinéma-là, celui que pratique De Palma, et celui que fait Robert Altman sur les mêmes questions. Bah, c'est pas la même chose, c'est pas le même ressenti, je trouve. C'est pas justement le même ressenti, ouais, et même en termes d'application, en termes visuels, tu vois que Robert Altman, il est plus, on va dire, dans un côté que j'avais presque passéiste. Même s'il peut avoir une forme formelle, en tout cas assez novatrice ou bien audacieuse pour l'époque, mais c'est quelqu'un qui est quand même un peu plus tourné vers le passé que De Palma, j'ai l'impression, et il fait pas du tout les mêmes choses virtuoses. C'est-à-dire que lui essaye d'être trop à l'heure. Voilà. La virtuosité chez Robert Altman, c'est le zoom, donc ce qui est pas spécifiquement surtout de John McCabe, qui est une atrocité absolue. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est horrible quand faut arrêter avec Kahneman, quoi. Il est quand même super chiant, au bout d'un moment. Il raconte que des conneries. C'est imbuvable. Oh, mais n'importe quoi. Quelle indignité, quoi. Quelle affaire. Hein. Bon, bref. Revenons à De Palma. Voilà, bref, revenons à De Palma plutôt que Robert Altman, ce sera moins chiant. Moi, j'ai appris que, pour changer de sujet, j'ai appris que De Palma était passé par le documentaire, donc ça, je savais ouais, mais pas. c'est vrai que moi aussi, du coup, est-ce que ça n'a pas eu une influence dans sa direction d'acteur après, par la suite? En tout cas, c'est vrai qu'il est passé par là, mais ça n'a pas une influence sur sa forme pour des cinéastes comme Friedkin ou John Frankenheimer, qui viennent eux du documentaire et puis de la télévision, mais c'est des choses qui se retrouvent vraiment dans les films de Frankenheimer ou Friedkin, cette espèce de urgence, de côté pris sur le vif dans le filmage, qui est un truc que De Palma ne fait pas du tout. Là où il y aura peut-être un côté documentaire, c'est dans le fait que ces films sont hyper travaillés sur les personnages et sur leur environnement. En fait, il a plus conscience le rapport au réel chez lui passe par plutôt le faux documentaire. Et ça dès Greetings et High Mom, en fait. Il a vraiment conscience de ça directement. Le cinéma. Le fait que les médias, etc. Puis que tout est... C'est lui qui disait le cinéma, c'est le mensonge 24 fois par seconde, pour prendre le rebours de Godard. Et ça, c'est très clair. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment conscience du documentaire. De ça, et de toute façon, de cette question qui revient souvent chez lui, je pense marqué par le traumatisme du film de Zapruder sur le meurtre de Kennedy. C'est-à-dire que c'est le truc de l'image manquante. C'est un truc dont on a beaucoup glosé dans les années 90-2000 sur Brian De Palma, sur le fait qu'il y a toujours une image qui manque dans ses films pour comprendre la vérité.
Jusqu'à Snake Eyes. Jusqu'à Snake Eyes, hein. Mais sur Snake Eyes, alors que c'est quand même un truc qui prend quand même beaucoup à revers dans ses derniers films. Je pense notamment à Redacted, qui est un film qui est très sous-estimé, qui a été assez détesté pour beaucoup de raisons. Je pense pour des raisons idéologiques, politiques et formelles, parce que c'est un film qui n'est filmé que par des écrans de caméras de sécurité ou bien des webcams, tout ça, et qui reprend un petit peu son film de 87, Outrage, de 89, Outrage, qui traite un petit peu, on va dire, des mêmes problématiques, c'est-à-dire le viol et le viol d'un pays, un fait divers en tant que métaphore, le viol d'une locale américain par une escouade américaine qui devient métaphore de l'impérialisme entre guillemets ou de l'ingérence américaine dans les guerres étrangères. On ne pouvait pas faire, je crois, Thomas, pour cette émission comment on appelle ça, un insert téléphonique avec notre camarade Simon en Corée, mais sur Redacted, effectivement. Redacted, c'est quand même un projet assez fou parce que De Palma pensait peut-être utiliser des images trouvées, donc finalement un found footage, que ce soit un vrai found footage. Et là, il fait une opération qui est folle théoriquement, c'est qu'il retourne ces images avec des acteurs. Et là, il se passe quelque chose par rapport à l'image aujourd'hui, le numérique, quand le film débarque en 2007. C'est quand même un choc, vraiment. Et je crois que toujours encore, c'est un film qui est un peu sous-estimé. Ça, c'est clair. C'est vraiment un grand film. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu, je sais pas du tout comment le prendre parce que c'est extrêmement dérangeant. Ça m'est vraiment pas à l'aise. Mais c'est un film qui, en termes de cinéma et en termes théoriques et politiques, est essentiel, passionnant. C'est essentiel. Et en fait, du coup, c'est parce que le bouquin en fait date de 2001 à la base. Et cet ajout en fait sur cette nouvelle. Ils ont refait des interviews pour les 4 derniers. C'est extrêmement, il me semble important parce que autant. Parce que les entretiens se sont arrêtés en gros 6 mois après l'élection de Trump. Donc c'est-à-dire tout récemment. Parce que De Palma a fait des films un peu plus faibles, genre Femme Fatale ou Passion sont des bons films parce que ça reste des films de Palma. Ouais. Mais Redacted, c'est un coup de pied dans la fourmilière américaine et pour moi c'est un film qui est extrêmement, qui est essentiel et du coup avoir son regard sur ce film-là parce que là il a changé du tout au tout quoi, même de sa manière de tourner, les filtres de lumière sont pas du tout les mêmes, les acteurs sont pas du tout les mêmes. Enfin c'est un film qui est. Tu vois qu'il est vénère quand même. Oui, puis au sein du film on change de point de vue même je dirais presque en termes de régie, c'est-à-dire parfois on va prendre le point de vue d'un reportage type envoyé spécial avec des journalistes français, on change constamment, enfin il y a un truc presque de switch permanent, enfin c'est un film. Après le switch de point de vue il a déjà fait sur Snake Eyes en fait, il joue là-dessus aussi sur la question. En même temps la question du point de vue de la page internet quoi. Carla. La question du point de vue est quand même assez présente parce que il y a toujours le personnage du témoin dans ces films qui est assez récurrent. Enfin voilà. Ouais, non, mais de toute façon c'est toute la question de l'observation, du voyeurisme, qui est un truc qui revient beaucoup chez lui, notamment dans Body Double, qui est son film ultime sur le voyeurisme. Il a ses thèmes de prédilection, le thème du double, le thème... du body double. Ouais, le complot de famille, le thème du rêve aussi. Il y a toujours un aspect assez onirique avec ses... Je pense à Pulsion, le plan où elle est dans le musée, et du coup elle est divisée en deux. Tout à fait. Dans une espèce d'atmosphère assez floue de split screen et en même temps, et pour le coup, Pulsion, dès le début on est à la fois dans la tête, dans le mental aussi, les désirs, les fantasmes de cette femme. Enfin c'est un film mais pour le coup Pulsion c'est vraiment son film qui je trouve ressemble le plus à Hitchcock, autant les autres pas forcément parce que ça peut faire des références ponctuelles, mais Pulsion ça ressemble vraiment à ça parce que je me rappelle jadis quand il était sorti en Blu-ray on avait dit Pulsion, c'est si Hitchcock, à l'époque, avait pu baisser son slip, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que s'il pouvait foutre des tonnes de cul, être hyper vulgos et continuer à maintenir les mêmes thématiques et le même genre de mode de pensée du cinéma extrêmement visuel où t'as aucune information par le dialogue quasiment, et ça fonctionne que là-dessus. Et le film, en plus, il y a une tension de malade. C'est super flippant. Michael Caine dedans, il est monstrueux, quoi. Et je crois que De Palma est peut-être le cinéaste américain, notamment avec Michael Mann un peu après, mais qui aura le mieux su, en fait, capter comment l'image ou le rapport au réel, en termes vraiment de photographie de cinéma, changeait à chaque fois. Il a toujours été là, même Scarface, qui est encore un film compliqué à voir aujourd'hui, c'est un grand film. C'est un grand film pour ça. C'est-à-dire que c'est comme, quelque part...
Michael Mann avec Miami Vice, la série avait su, et plus tard le film. Enfin, c'est vraiment des cinéastes là-dessus qui captent quelque chose. C'est vrai que Scarface. Et là, il y a un rapport documentaire. De film en film. C'est vrai que Scarface a beaucoup à voir avec Miami Vice, le film sur l'esthétique, sur la question qui t'intéresse, la notion de flux. C'est hyper important. Et finalement, en fait, Miami Vice et Scarface sont des films purement, vraiment jumeaux. On pourrait on pourrait faire des surimpressions des deux films. Ça serait à peu près pareil. Les grands films sur le capitalisme mondial. Enfin. On en est à ce niveau-là. Scarface, je pense que la réputation de Scarface, on dit souvent, c'est surestimé, c'est machin, parce que il a été récupéré, voilà, sur les rappeurs. D'ailleurs, De Palma dit, on lui a demandé de faire une BO, de virer la BO de Moroder, qui est absolument monstrueuse, et de mettre une BO hip-hop. Il a fait, oh non, mais qu'est-ce que vous me racontez comme connerie, là? Mais là, il aimerait pas. C'est un grand film politique, Scarface, en fait. Il aimerait pas, Brian De Palma, peut-être qu'on parle de ça, parce que pour lui, ce serait de la critique française de merde. Mais ce que je trouve fascinant dans Scarface, c'est que je trouve l'avoir revu la première fois, ça a été compliqué, et la deuxième, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a ces questions-là, comme tu dis, Thibaut, et d'un autre côté, c'est un film hallucinant sur un inceste frère-sœur. Et c'est le rapport entre les deux, quoi. Mais le film de Hawks parcourait ça déjà. Le film à l'époque s'est fait défoncer et traiter de fasciste, pas à cause de De Palma, mais à cause de Oliver Stone, les trois films qu'il a écrits à la suite s'est fait traiter de gros faf, donc c'est-à-dire pour Conan le Barbare, que pourtant Milius a largement réécrit, pour Scarface et pour Year of the Dragon de Michael Cimino. C'est-à-dire que si les trois films ont été vraiment bâchés, c'est pas pour leur mise en scène, c'est juste à cause des scénars de Stone. Et c'est vrai que le scénar de Stone, qui était à la base, on va dire, beaucoup plus ambitieux en termes narratifs, s'est fait largement asticoter par Brian De Palma, qui a allé à l'essentiel. Et c'est vrai que c'est toutes les questions que tu disais sur le côté politique et sur l'esthétique. C'est le film qui capte le mieux dès 1981 ce que vont être toutes les années 80, avant même MTV, avant même les films de Paul Schrader comme Hardcore, tout le hip-hop américain. Quasiment. Avec American Gigolo aussi. Je pense à celui American Gigolo de Paul Schrader et Scarface. Ça, pour moi, c'est les débuts des années 80. Ils sont là, en fait. Et Police fédérale Los Angeles. Dans une interview à TF1 en 2007, Brian De Palma avait donné des réponses assez rigolotes où les mecs disaient c'est quoi vos films préférés. Donc en l'occurrence, il y a Laurence d'Arabie, Les Chaussons Rouges et Vertigo. Ce qui est pas étonnant quand tu connais le mec. Powell Pressburger. Qui est le plus grand chef-d'œuvre du monde. Et donc il est le mec qui disait et Scarface, son rapport au rap et tout, il fait, pour moi, il y a une leçon à retenir de Scarface, never get high on your own supply. Donc, ne te drogue pas avec ta propre cam. Ce qui est quand même un beau message d'espoir. Et évidemment, dans Scarface, merci Brian. Voilà, Brian a poussé jusqu'à la limite. En attendant Godard sur Syllab, et c'était Paul Engelman avec Push It to the Limit, formidable tube, extrait donc de la bande originale de Scarface de Brian De Palma, sorti en 1983. Film qui à l'époque fut peut-être son plus gros budget et qui n'a pas marché si bien que ça, notamment à cause de ses accusations de fascisme, mais ça n'avait pas empêché Brian de se relever directement après cet échec, comme à chaque fois, pour sortir un deuxième chef-d'œuvre à la suite, donc c'est-à-dire Body Double. Film a été également scénariste et producteur, parce que tu posais la question, en fait c'est marqué, j'ai là où il est scénariste, mais j'ai juste pas lu mes notes. Pas mal. Film aussi, coucou Melvin. Voilà, film donc extrêmement important, on en a souvent parlé dans cette émission, notamment l'année dernière quand le film est ressorti, mais qui est peut-être là aussi, il résume le mieux toutes ses obsessions justement et toute où il met en scène la propre vulgarité qui est, enfin l'image de la vulgarité qui est souvent accolée à ses films. C'est vrai que pour le coup, là, on s'attaque au milieu du porno. Dans le genre de film avec Frankie Goes to Hollywood. Et Melanie Griffiths. Grand clip, grande séquence. Voilà. Tout est parfait, on a tout dit sur ce film. Voilà, donc c'était. Non, mais voilà, peut-être se référer à l'émission, parce que c'est vrai que. J'en mettrai en lien, vous inquiétez pas. Ouais, quand même, parce que c'était quand même une sacrée émission. Et si on avance dans la filmographie, est-ce qu'on passe au film que je pense? Oui, on peut parler de l'Impasse, peut-être son chef-d'œuvre. Qui était vu à l'époque comme une fausse suite ou un peu faux même univers que Scarface, justement, parce que ça reprenait Al Pacino dans le rôle d'un gangster d'origine sud-américaine dedans, et pourtant pour en faire latino, en tout cas pour en faire quelque chose d'extrêmement différent, c'est-à-dire que c'est portoricain, exactement. Oui, c'est Caraïbes, quoi. Attention. Je vois que je suis pas le seul en géographie à. Ouais, c'est vrai que la géographie ici, c'est une notion aléatoire dans cette émission. Ouais. Et donc qui pourtant n'a rien à voir avec Scarface, parce que dans le personnage, dans la mise en scène, dans le propos,
On est et à l'époque, début 90. 90, là. Ouais. Donc c'est-à-dire que tout 93. tout le cynisme et la superficialité des années 80 est passé par là et C'est la Et mélancolie. maintenant, quoi. c'est la gueule de bois. C'est la exactement, les mélancolie, gueules de bois. C'est En la- gros. ou la descente de coque, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire que... Alors que pourtant Brian De Palma ne s'est quasiment jamais camé, hein, à l'inverse de Martin Scorsese, parce que comme il disait lui-même, il est beaucoup trop parano pour prendre de la drogue. L'impasse, oui, c'est difficile d'en parler comme ça, parce que comment parler de ce film, L'impasse? C'est-à-dire que tout le processus du film sur ce personnage-là d'Al Pacino, en fait, c'est que c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la question de la mélancolie, en fait, elle est extrêmement présente, c'est que c'est une histoire d'amour impossible. Enfin, impossible ou autre. Enfin, comment c'est travaillé aussi à l'intérieur, hein, avec des relations qu'on peut trouver aussi d'une certaine manière chez Michael Mann dans Hit. C'est-à-dire qu'il y a une pureté de cette relation-là qui, en même temps, n'est pas... comment on peut dire ça? Non, mais elle n'est pas... dans le film, ça pourrait paraître mièvre, alors que pas du tout. Le traitement de Palma, il en passe par la forme, et ce qu'il essaye aussi de montrer, c'est que, contrairement à Scarface et d'autres films où on est en plein sur un héros qui est au plein de sa puissance, là c'est 93, on est aussi sur Al Pacino qui sort de prison, et justement comment tout ça va jouer après dans le film jusqu'à cette fin extraordinaire. Et sur dans le Al métro. Pacino aussi qui commence à changer un petit peu son image. Il est plus le Wonder Boy des années 80, mais il devient plus le Pacino respectable qui va gagner un Oscar un an après. C'est quand même un personnage bien c'est un personnage de cinéma qui a perdu ses repères. C'est ça, Gal. Ouais, et du coup, là, en plus, on se retrouve dans une forme qui est assez différente, je trouve, hein, parce qu'on n'est plus dans un suspense de qu'est-ce qui va se passer, mais on sait ce qui se passe. Ouais, exact. Et comment on va en arriver là, en fait. C'est quel est le cheminement, c'est beaucoup plus intériorisé, je trouve, sur le personnage. C'est une espèce d'oraison funèbre, en fait. Ouais, complètement. Oui, après, c'est un film vertigineux, mais en plus, au-delà de la trajectoire personnelle du personnage donc de Carlito, Brigante. de Al Pacino, c'est que c'est qu'en fait, c'est un grand film sur C'est l'échec ça, de c'est la. Carlito Brigante. Ouais. Ouais. C'est un grand film sur l'échec de la communauté américaine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film, pareil, il y a plusieurs grands cinéastes qui dialoguent entre eux. Et moi, L'Impasse, c'est un film que je mettrai en parallèle avec Do the Right Thing de Spike Lee, où en fait, comment en fait une communauté, l'espèce de melting pot américain. Enfin, Brian De Palma a filmé le rêve américain avec Scarface, dans toute son extravagance, on va dire. Et là, dans les années 90, en fait, non, même depuis, on va dire, Outrage 89, Le budget de vanité 90, L'esprit de Cain, on va le mettre 93. Il y a quand même beaucoup de gueule de bois dans ces films de 98, c'est sur la société du spectacle. Bon, bref, je m'égare. Mais c'est un film qu'on pourrait mettre un petit peu en surimpression avec Do the Right Thing sur l'échec de la communauté, parce qu'en fait, Carlito, en fait, n'arrive plus à s'intégrer nulle part, en fait. Et sa seule échappatoire, en fait, c'est de crever, et puis de crever. Bon, je raconte pas la fin parce qu'on la voit dès le début, mais c'est crever sur une espèce de quai de gare tout misérable, en ayant tout foiré. En fait, c'est drame, c'est une vraie tragédie, ce film. Essayer de retrouver le rêve américain. Et le rêve américain, justement, c'est aussi une image. Et ce qu'on a déjà dans Scarface, toute l'imagerie, c'est-à-dire le palmier, et qu'on retrouve, il me semble, dans l'Impasse. The World is Yours. Et c'est aussi même dans Body Double, et le début beaucoup de Body plus Double. tard, et chez quelqu'un d'autre, à Los Angeles, chez Michael Mann dans Collateral, la carte des Fidji qu'a le personnage Jamie de Jamie Foxx Foxx dans son taxi. C'est-à-dire que c'est aussi ça, c'est De vraiment... leitmotiv, c'est ça. fantasmé, Mais c'est une image très 80, d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo. Avec Dans du l'Impasse. néon, ouais. Ouais. C'est- Ouais, complètement. Et passer au tamis d'autre chose. Enfin, c'est un truc où on est ailleurs, et en fait, c'est un film d'outre-tombe, quoi. C'est exactement ça. C'est ça, de toute façon, ça commence là-dessus. Et puis là, si on parle de forme, on parlait du plan séquence tout à l'heure qui est important. Après, on pourrait parler Voilà, sur la celui dans la force, gare, sur les gimmicks de palmesque, de Brian De Palma. T'as le plan séquence, le split screen et la double Mais focale. ça, c'est marrant aussi parce que le plan séquence, il en parle. À la base, c'était pas forcément prévu pour être un plan séquence, mais sauf que le lieu où il devait tourner n'était pas le même. Donc, pour faire ça le plus rapidement possible, on fait un plan séquence. Et en fait, il était C'est-à-dire content juste parce qu'il y pour avait les une nouvelle questions Steadicam économiques. qui venait d'arriver sur le marché. En fait, du coup, il était plutôt content. Il fait, c'est bon, on va faire ça comme ça. Parce qu'il dit, c'est extrêmement important en termes de suspense, et c'est pour ça que la scène fonctionne merveilleusement bien, que c'est une des plus grandes scènes du cinéma américain des années 90. Oh la main.
Oh, oui. Si. Moi, je trouve que la scène où il est sur le toit est aussi particulièrement réussie. Parce que il y a quand même aussi, on n'a pas parlé des Incorruptibles, mais il y a cette séquence des Incorruptibles, c'est-à-dire que le moment qui est détaché quasiment d'une intrigue ou qui dure, je sais plus, 15 minutes, qui est quand même un hommage à Eisenstein. Mais qui là encore, comme il disait, était involontaire, c'est-à-dire que la scène de base, ils avaient à la base plein de thunes, finalement ils ont largement moins d'argent, donc on fait ça à l'économie, on fait ça sur des escaliers d'une gare. On fait ça comme des bourrins. C'est un peu mou du cul, mais du coup, j'ai une poussette. Voilà, faut mettre un truc un peu suspense, quitte à repomper au meilleur, autant volontaire, mais pour le coup le parallèle est, je trouve, plutôt bien vu entre Eisenstein et De Palma, dans le sens où c'est des cinéastes. On parle trop souvent de Eisenstein dans le montage uniquement, alors qu'il faisait quand même énormément de montage au tournage, directement sur le principe de profondeur de champ, de placement des personnages. Et du coup, comme disait Erwan, le fait que De Palma soit aussi quelqu'un vraiment de tournage, qui travaille énormément là-dessus, je pense qu'il y a un parallèle aussi là-dessus, quoi. Mais on n'en parle jamais assez, je crois que dans les ouvrages de Pierre Berthommieux sur le cinéma américain, qui sont parus ces dernières années, justement, ça c'est aussi un des impensés par rapport à l'histoire du cinéma américain, c'est quand même la place qu'a Eisenstein au sein du cinéma américain. C'est-à-dire comment il a influencé aussi des cinéastes, alors qu'on pourrait dire non, Eisenstein, et en fait si, clairement, ou comme Antonioni. C'est un sale rouge et tout. C'est ça. Bolchevique. Et donc malheureusement on n'aura pas le temps, mais juste après l'impasse il enchaîne peut-être avec un des plus grands blockbusters subversifs des années 90, donc c'est-à-dire Mission Impossible, où il met en scène l'acteur le plus bankable des années 90 avec Schwarzenegger et Bruce Willis, donc c'est-à-dire l'être Tom Cruise, où ce qui est fascinant donc dans ce qu'il fait avec Tom Cruise, c'est vraiment que il en prend mais plein la moule tout le long. Il fait tout pour le foutre en l'air, il fait tout pour subvertir le principe de tourner une série télé ultra connue, ultra datée, où du coup dès le début il va buter toute l'équipe, remettre une nouvelle équipe au goût du jour. Il va tout dans son processus de mise en scène, dans tous les faux semblants qu'il va mettre en scène dans le film. Tout est fait pour justement prendre à contrario ce qui serait un véhicule pour Tom Cruise justement. Et je trouve ça fascinant de faire ça avec autant de thunes, de le réussir aussi bien et avec une apparente décontraction. Même si le film est hyper tendu du slip, mais alors tu vois que il a l'air de faire ça les mains dans les poches, quoi. C'est ahurissant. C'est clair. C'est pour ça que je trouve que c'est un des films de Palma qui fonctionne le mieux, parce que à la fois en termes de spectacle c'est monstrueux, en termes d'acting c'est comme des brutes. Ouais, c'est vrai que ça marche bien. Et Brian De Palma il fait ça, mais putain, ouais. il est mortel, quoi. Et après, du coup, il y a le problème de scénariste, David Kopp, Roberton sur Mission Impossible. Du coup, Roberton qui est quand même un des scénaristes les plus largement surestimés de l'histoire du cinéma américain. Et après, il rebalance avec Snake Eyes, où il dit mais attends David, parce qu'il voulait pas lâcher son pote David Kopp, donc il fait attends on va bosser ensemble. Il fait Snake Eyes avec Nick Cage, un Nick Cage complètement survolté, parce que de toute façon on a mais Nick Cage est vraiment mortel dedans. Et puis là, par contre, c'est un film, en fait, Snake Eyes, c'est un film qui reprend quand même pas mal de ses motifs. Il y a un peu de blowout. Mais c'est comme Femme Fatale après, c'est un peu un genre de film best-of de Palma. Ouais, mais en fait, finalement, je trouve qu'il est plus corrosif qu'on veut bien le montrer. Il y a un côté extrêmement ludique, déjà par le premier gros quart d'heure, en fait, tout en plan séquence, enfin en faux plan séquence. Donc là, c'est extrêmement cool avec Nick Cage qui en fait des tonnes, enfin, c'est merveilleux. C'est complètement pas possible. Et en fait, finalement, c'est peut-être un film de bordien, ce Snake Eyes, c'est un film sur la société du spectacle. Le plan de fin sur Nick Cage, en disant sa réplique finale à Nick Cage, c'est je m'en fous, c'était le chaos le plus complet, il a repris Zapruder, enfin bon bref, toute la paranoïa américaine. 98. Et à la fin il dit je m'en fous, je suis quand même passé à la télé. Putain, c'est la fin de Los Angeles 2013. Exactement. C'est complètement merveilleux. Voilà, on va s'arrêter là. Et si on peut recommander une autre lecture passionnante sur Brian De Palma, c'est l'ouvrage que Luc Lagy avait consacré à Mission Impossible fin des années 90 chez Dreamland, un éditeur qui malheureusement n'existe plus, mais puisque c'est finalement Rouge Profond aujourd'hui. Oui, voilà, repris par Rouge Profond, mais le catalogue tel quel de Dreamland n'existe plus. Donc ouvrage passionnant, tout comme ce livre d'entretien qui vient de ressortir chez nos amis de Carlotta par Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud, absolument indispensable. Messieurs, rapidement, les coups de cœur. Eh bien, j'étais au Festival des Trois Continents, j'ai vu 2 films très intéressants, des Spectres entre l'Europe, sur la question des migrants et sur le rapport à l'histoire et la mort notamment de Walter Benjamin. Et sinon, un film indien qui est un petit supercut qui s'appelle The Brawler, qui est d'Anurag Kashyap, le réalisateur de Gangs of Wasseypur et Psycho Rahman. Je vous encourage à le voir, j'espère qu'il sortira en salle contrairement à Psycho Rahman.
Thibaut. Oui, bah moi, ça retour le week-end dernier, puis un petit big up au RCK, le Roison Celtic Cup, qui se déchire à chaque fois pour faire des tifos mortels. Et puis là, à l'occasion du derby Wesh les Nantais, gagné par Rennes, et un superbe tifo sur la figure du Joker, Christopher Nolan. Donc des fois, Christopher Nolan peut amener du bon, et là, il a amené un bon tifo. Carla. Alors moi, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler la semaine dernière. C'était la petite librairie qui a ouvert à côté de chez moi, en face du Marquis de Sade, 36 rue de Paris. Donc son adresse à tout le monde, comme voilà. Si vous voulez bien revoir. Donc c'est une librairie café qui fait des livres d'occasion et quelques livres neufs, des éditeurs locaux. Donc c'est assez cool. Bon cappuccino. Et sinon il y avait un autre truc coup de cœur, c'était donc sa vie je la connais pas, mais alors son œuvre Michael Caine magnifique. Voilà. Gal. Alors moi, ça va être relire Le Monde des Noix de Van Vogt et voir Mindhunter, parce que c'est vraiment la série de David Fincher, donc on a rapidement parlé la semaine dernière. Et moi, sinon, c'est gros plaisir coupable parce que j'adore ce mec. Donc c'est le premier film de la saga des flics Engine, mettant en scène Nico Giraldi, joué par Thomas Millian, qui joue un flic 100% romain et totalement excessif, qui fait le kéké dans tous les sens possibles. Bref, c'est n'importe quoi, mais c'est formidable. Je pensais que tu allais dire c'est pas sorcier sur le cannabis. Sur le cannabis aussi, que nous vous recommandons, bien sûr, on apprend plein de choses. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de films noirs et de films taïwanais notamment. Ciao, bonsoir. Bonsoir. Salut.